La plume était encore humide dans la main d'Eleanor Hale quand elle comprit que les deux hommes à l'autre bout de la pièce fixaient son prix en latin, comme si elle était une chaise à évaluer et non une femme qui pouvait les entendre. Elle ne leva pas les yeux. Elle continua de copier la ligne qu'on lui avait donnée, le poignet stable, tandis que M. Josiah Ferris tournait une phrase aussi délicatement qu'un homme retourne une pièce pour en vérifier le poids. « Sulvaturur a summa minima », dit-il en pliant ses lunettes dans sa paume. « Nemo, que la plus petite somme lui soit payée. Personne ne demandera. » M. Corbett, dont c'était le bureau et à qui elle avait emprunté l'encre pendant 2 ans, émit un petit son mécontent, mais ne le corrigea pas. Et c'est dans l'espace de ce silence qu'Eleanor comprit 2 choses à la fois, de la même manière qu'on ne prend conscience d'une respiration retenue que lorsqu'on la relâche enfin. Elle comprit qu'il pensait que la langue la mettait à l'abri de leurs insultes, et elle comprit aussi qu'elle se souviendrait de cette heure plus longtemps que de tout autre dans sa vie, même si elle ne savait pas encore pourquoi. Un mot mal évalué est une porte mal fermée, disait son père. Elle n'avait pas pensé à lui depuis 15 jours, et maintenant le voilà, debout juste derrière son épaule en souvenir, patient comme il l'avait toujours été, attendant qu'elle traduise quelque chose avec justesse. La pièce était l'arrière-bureau de l'administrateur chez Corbett et Ray. Elle était basse de plafond et sentait le suif et le vieux vélin. C'était la dernière semaine d'août. Les foins n'étaient pas encore rentrés, et la chaleur pesait sur les vitres comme une main posée à plat. Au fond, près de la fenêtre, le duc de Renfield se tenait les bras croisés. Son manteau était encore poussiéreux de la cour de l'écurie. Il ne disait rien du tout, ce qui, Eleanor le comprendrait plus tard, était une forme de réponse en soi. Il avait demandé à ses hommes de gérer cela comme un homme demande à son intendant de gérer un litige de drainage. Et il subissait maintenant la négociation de son propre mariage, comme si elle concernait le toit de quelqu'un d'autre. Ferris continua sans se presser. Sa voix était la chose la plus douce de la pièce, et c'était exactement pour cela qu'elle l'effrayait. « Feminina nulla familia », dit-il. « Nullo pratio digna. Une femme sans famille ne vaut aucun prix. » Corbett s'éclaircit la gorge et dit en anglais que peut-être 20 livres par an étaient généreux pour une compagne sans relation particulière. Ferris convint en latin que la générosité était gaspillée pour les sans-amis. C'est alors qu'Eleanor posa sa plume, l'aligna contre l'encrier et dit très clairement qu'ils avaient mal conjugué dignitatum dans la 2e proposition. Elle ajouta que, tel quel, le contrat ne fixait pas du tout sa valeur. Il ne fixait rien. C'était un charabia grammatical qu'aucun magistrat du royaume ne ferait appliquer. Le silence qui suivit avait une texture, comme un tissu soudainement tendu. Les lunettes de Ferris cessèrent de tourner dans sa main. La bouche de Corbett s'ouvrit et ne produisit rien immédiatement. Et le duc, à la fenêtre, se redressa, comme si quelqu'un avait prononcé son nom de très loin. Il la regarda pour la première fois de la matinée, comme si elle était réellement dans la pièce. « Predium non facet dignitanor », dit-elle dans le silence, car il semblait dommage de s'arrêter de traduire maintenant qu'ils avaient découvert qu'elle le pouvait. Le prix ne fait pas la valeur. Et quoique ce document soit censé acheter, messieurs, vous n'avez pas encore écrit ce que c'est. Ce fut Corbett qui retrouva sa voix le premier, et il ne la gaspilla pas en excuses, seulement en fait, comme un homme honnête se raccroche à la chose solide la plus proche. Le duc, dit-il prudemment, doit être marié avant la Saint-Michel, pour son 30e anniversaire. Sinon la tutelle de sa nièce et la totalité des biens non engagés passeront au terme du testament de son défunt père à M. Peter Vance, son cousin. Un gentleman dont les dettes étaient déjà célèbres dans 3 comtés. Il restait 5 semaines. 5 semaines et une fillette de 9 ans, dont l'avenir dépendait d'une signature et d'un contrat que 2 hommes adultes venaient de prouver qu'ils ne comprenaient pas, dans la langue même derrière laquelle ils avaient choisi de se cacher. La pièce se vida rapidement après cela, comme une pièce se vide lorsque ses occupants ont été surpris à faire quelque chose qu'ils n'admettront pas avoir fait. Corbett murmurait à propos de nouvelles ébauches, et Ferris polissait ses lunettes avec un mouchoir bien plus longtemps que nécessaire. Et en un quart d'heure, Eleanor se retrouva seule avec le duc de Renfield dans une pièce conçue pour les avocats. Tous deux raisonnaient encore faiblement de ce qui venait de se passer. Il ne s'excusa pas pour ses hommes. Il ne la remercia pas pour la correction. Il reposa le presse-papier qu'il avait pris, sans s'en rendre compte, et dit « Vous lisez le latin. » « Depuis l'âge de 7 ans, dit-elle. »
Mon père me l'a enseigné comme d'autres hommes enseignent à leurs fils à pêcher. C'était le seul héritage qu'il possédait, et que personne ne pouvait lui vendre. Il resta silencieux un moment, réfléchissant à cela. « Votre père, dit-il, Thomas Hale, il a été tuteur dans ce comté il y a quelques années. » Elle répondit que oui, et qu'il était mort il y a 4 hivers dans 2 chambres louées au-dessus d'une boutique de chandeliers. Elle l'avait enterré avec de l'argent emprunté à Madame Kestrel, qui tenait la pension où elle logeait maintenant, et qui dirait à quiconque le demanderait qu'elle n'avait jamais regretté un seul shilling. « Je me souviens de lui, dit le duc, et quelque chose sur son visage, qui avait été de marbre toute la matinée, se détendit d'une fraction. Il m'a appris mes conjugaisons dans la salle d'études à Renfield, quand j'étais un garçon trop paresseux pour les apprendre autrement. Il y avait une fille qui venait parfois avec lui et me corrigeait depuis le seuil de la porte quand il ne regardait pas. Elle était plus jeune que moi et considérablement plus sévère avec ma grammaire qu'il ne se le permettait jamais. Je ne connaissais pas son nom. Eleanor dit qu'elle n'avait pas connu le sien non plus. Pas à l'époque. Pour une enfant de 8 ans, le fils d'un duc à ses leçons était simplement un autre garçon qui se trompait dans ses ablatifs. Et quelque chose qui ressemblait presque à un rire le traversa sans tout à fait arriver. « Soyons honnêtes l'un avec l'autre, dit-il, puisque apparemment personne d'autre dans cette transaction n'a l'intention de l'être. Je n'ai pas besoin d'une épouse. J'ai besoin d'une épouse légale avant une date qui se moque de ce que nous voulons tous les deux. C'est pour que la fille de mon frère ne soit pas élevée par un homme qui vendrait son poney avant la fin de sa première saison. Je ne peux pas vous offrir une affection que je n'ai pas le loisir de ressentir. Je peux vous offrir un arrangement financier, fixé correctement cette fois, une maisonnée à vous au sein de la mienne. Et ma parole que personne sous mon toit ne parlera de vous comme mon propre avocat l'a fait ce matin. Je ne vous ai pas amené ici pour être aimé, mademoiselle Hale. Je vous ai amené ici pour que vous soyez en sécurité. Ce n'était pas romantique, et elle ne le prit pas pour de la romance. Mais elle découvrit qu'elle le croyait, ce qui était plus rare et avait plus de valeur. « Un contrat fixe un prix, dit-elle. Il ne dit pas toujours la vérité sur la chose évaluée. Je voudrais cela par écrit aussi, votre grâce, dans une langue derrière laquelle aucun de vos avocats ne pourra se cacher. Il dit qu'il s'en occuperait et qu'il voudrait en retour sa discrétion concernant sa nièce. Elle ne savait pas encore pourquoi une étrangère allait venir vivre dans sa maison. Elle avait enterré ses 2 parents en l'espace de 2 ans et ne faisait confiance à presque rien qui arrivait sans prévenir. Ce soir-là, Eleanor rentra à pied, en longeant la rivière, la chaleur pesant encore lourdement sur les prairies. Elle trouva Madame Kestrel sur le perron, écossant des pois dans son tablier, avec le mépris vif qu'elle apportait à chaque tâche, qui ne valait pas la peine d'être faite lentement. « Alors, dit Madame Kestrel sans lever les yeux, soit on vous a offert un duc, soit on vous a renvoyé de votre poste, et votre visage ne me dit pas lequel. Les deux, dit Eleanor. Elle s'assit sur le perron à côté d'elle et lui raconta tout. Pendant ce temps, les pois continuaient de tomber dans le bol, et un roitelet quelque part sous les combles se plaignait sans cesse de la chaleur. Et Madame Kestrel dit enfin, la bouche pleine d'une cosse, qu'un homme qui s'excuse pour ses propres avocats, avant de s'excuser pour lui-même, est un homme qui mérite un second regard, quel que soit son rang. Et qu'elle, personnellement, n'avait jamais fait confiance à un avocat souriant de sa vie, et n'avait pas l'intention de commencer avec celui-ci. Josiah Ferris lui rendit visite 3 jours plus tard, et il le fit si agréablement qu'il fallut à Eleanor la majeure partie de la visite pour comprendre qu'elle avait été menacée. Il vint dans l'après-midi, quand Madame Kestrel était au marché. Il s'assit dans le petit salon étroit, tournant son chapeau entre ses mains et admirant avec une chaleur sincère la propreté des vieux livres de son père rangés sur l'étagère. Et il dit quelle chose merveilleuse c'était qu'une fille de sa modeste condition soit élevée si haut. Et combien elle devrait faire attention à ne pas abuser de la gentillesse qui lui était montrée. Il y a un malheur particulier, dit-il, à voir quelqu'un confondre une utilité temporaire avec une place permanente. Je l'ai déjà vu. Cela ne se termine jamais en douceur. Il le dit avec une tristesse si évidente pour elle qu'elle faillit le remercier pour l'avertissement avant de remarquer qu'il n'y avait rien d'autre qu'un avertissement. Quand elle demanda légèrement à quelle utilité exacte on la gardait, il sourit d'un seul coin de la bouche. Il dit qu'une fille intelligente qui lisait le latin pouvait sûrement le deviner par elle-même. Il prit congé
et ne haussa pas la voix une seule fois pendant toute la visite, ce qui, elle ne le comprendrait que plus tard, était la chose la plus dangereuse chez lui. La ville, pendant ce temps, avait déjà commencé à parler. Des visiteurs qu'elle n'avait jamais rencontrés laissaient des cartes au bureau de Corbett, adressées à elle avec une cruauté soignée. Et au Renfield Arms, un livre de Paris aurait été ouvert sur le nombre de mois que la copiste du duc tiendrait avant d'être discrètement mise à la retraite. Les paris étaient largement contre la Saint-Michel. Lady Cordelia Rash, qui avait été la tante bien établie du comté pour le poste qu'Eleanor occupait maintenant, rendit visite à la tante du duc le dimanche suivant. On l'entendit à travers une porte laissée négligemment entr'ouverte remarquer que certains hommes se mariaient en dessous de leurs conditions par chagrin, et d'autres par paresse. Et que seul le temps dirait quelle affliction s'était emparée de Renfield, et que de toute façon, elle plaignait la fille pour la honte que cela représentait. Eleanor apprit cela indirectement de Madame Kestrel, qui le tenait de la femme du marchand de légumes, qui le tenait de la propre femme de chambre de Lady Cordelia. Et elle constata que cela la troublait moins que la chose plus petite et plus étrange qui avait commencé à la préoccuper à son bureau de copie. Parmi les registres du domaine que Corbett lui avait demandé de mettre au propre pour le contrat de mariage, se trouvait une colonne de loyer de la ferme principale. Et une entrée datée de juillet précédent lui parut étrange, de la même manière qu'un mot mal traduit détonne dans une phrase, correct dans chaque lettre, mais faux dans son essence. L'encre était fraîche là où les entrées environnantes s'étaient estompées, bien que la date prétendît avoir une année entière. Elle n'en dit rien à Corbett, se contenta de copier la page comme demandé. Elle mit l'observation de côté, comme son père lui avait appris à mettre de côté une traduction inachevée, pliée dans un tiroir de son esprit, pour y revenir quand elle aurait le temps. Il y eut cette même semaine une deuxième chose qu'elle n'était pas censée entendre. Passant devant le bureau du domaine à Renfield pour une course pour Corbett, elle entendit la voix de Ferris à travers la porte. Elle était basse et sans sa douceur habituelle. Il donnait des instructions à un certain Tomkin pour que les entrées de juillet soient recopiées avant le jour du terme. Et que Tomkin n'avait pas besoin de se préoccuper de comprendre pourquoi, seulement de correspondre à l'ancienne écriture aussi fidèlement que sa propre écriture maladroite le permettait. Elle continua son chemin avant que l'un ou l'autre homme ne puisse savoir qu'elle avait été là, son pouls battant fort à ses propres oreilles. Elle se dit que c'était des affaires de domaine, sans y croire, et rangea la pensée pliée un peu plus profondément. Elle vint à Renfield 2 fois par semaine en septembre pour aider à cataloguer la bibliothèque du défunt duc, une tâche que le duc actuel s'était fixée et n'avait jamais terminée. Et c'est là, parmi des boîtes d'actes non triées dans une langue que la plupart de sa maisonnée ne pouvait pas lire, qu'elle le vit pour la première fois travailler de ses mains, d'une manière que son rang n'aurait pas dû exiger. Il portait lui-même les caisses les plus lourdes plutôt que de sonner un valet de pied, les manches retroussées, et quand une charnière d'une vieille boîte d'actes se bloqua, il la dégagea avec un couteau de poche, plutôt que d'envoyer chercher le charpentier. Et elle nota, en classant cela à côté de l'entrée du registre à l'encre fraîche, qu'il était un homme mal à l'aise de laisser quelqu'un d'autre faire pour lui ce qu'il pouvait faire lui-même. C'était soit une vertu, soit une blessure, et probablement les deux. Ils travaillèrent dans un silence complice cet après-midi-là, triant les actes latins par siècle. Et quand elle trouva un accord de délimitation si mal rédigé qu'une bande de la ferme principale avait techniquement appartenu à un évêque, mort depuis longtemps pendant 200 ans, par simple erreur de scribe, elle le lui lut à voix haute. Elle utilisa la traduction neutre et sans expression que son père avait utilisée pour exactement ce genre de sottise, et le duc de Renfield rit. Ce ne fut pas un grand rire. Il le surprit plus qu'il ne la surprit elle, et il pressa brièvement le dos de sa main contre sa bouche, comme pour le reprendre. Il toucha, sans sembler s'en rendre compte, le bouton supérieur de son manteau, et dit que son frère Edmund avait l'habitude de boutonner ce bouton pour lui, quand il était enfant, l'appelant son collier de fonction, et qu'il n'avait pas ri comme ça depuis l'été où son frère était mort. Le père d'Iris, dit-il, mort il y a 2 ans d'une fièvre, et sa femme 1 an avant de la même chose, et l'enfant m'a été laissé sans rien à elle, à part un poney, une gouvernante, et une maison trop grande pour que l'un ou l'autre d'entre nous puisse en combler le silence. Il lui raconta par bribes, travaillant sans relâche sur les boîtes pendant qu'il parlait, de sorte que la confession vint de côté plutôt que de front. Sa peur n'était pas pour le domaine, qui pouvait être perdu et regagné,
mais pour Iris, qui ne pouvait pas être confiée à Peter Vance et simplement regagner après. Il y a une sorte de protection, dit-il, qui consiste à décider seul de ce qu'une autre personne peut être épargnée de savoir. Mon père l'a fait à ma mère pendant tout leur mariage. Je l'ai fait à Iris depuis la mort d'Edmund. Et je commence à penser que ce n'est pas du tout une protection. C'est seulement une forme différente de laisser quelqu'un seul. Eleanor dit que son père avait cru presque le contraire, qu'une traduction fidèle ne retenait rien, que tout son enseignement était fondé sur la conviction qu'une chose correctement rendue pouvait être digne de confiance, même lorsqu'elle était douloureuse. Et le duc la regarda longuement et dit que c'était peut-être pour cela qu'elle déstabilisait si profondément ses avocats, parce qu'elle semblait constitutionnellement incapable de laisser une mauvaise traduction en l'état. Elle ne lui parla pas ce jour-là de l'encre fraîche sur une entrée de registre vieille d'1 an, ni de l'écriture maladroite de Tomkin, imitant une ancienne main. Ce n'était pas encore une forme en laquelle elle avait assez confiance pour la lui confier. Et il y a une prudence particulière, pensa-t-elle, en rentrant chez elle dans la longue lumière dorée, avec l'odeur de cèdre et de cheval encore sur sa manche, là où son manteau avait frôlé le sien en attrapant une boîte. Il y a une prudence à aimer une sorte d'honnêteté au point de vouloir être sûr de ses preuves avant de les offrir à quelqu'un qui a déjà trop perdu à cause de mauvaises nouvelles. Le coup tomba 11 jours plus tard, un matin par ailleurs sans histoire, lorsque Corbett la convoqua à son bureau, non pas pour copier, mais pour s'asseoir. Elle comprit immédiatement que c'était un mauvais signe, car les hommes qui ont l'intention de donner de bonnes nouvelles à une femme lui demandent rarement de s'asseoir d'abord. Ferris était déjà là, ses lunettes pliées sur le bureau devant lui, plutôt que dans sa main, ce qui, elle le comprendrait plus tard, était en soi une sorte d'indice. Un homme qui, pour une fois, n'avait pas besoin de gagner du temps, parce qu'il croyait que le temps était déjà à lui. « Il a été porté à mon attention », dit Ferris avec une douceur réelle et terrible, que Thomas Hale n'a pas quitté son poste à Renfield de son propre gré, comme sa fille l'a peut-être cru toutes ces années. Il a été renvoyé pour le vol de fonds du domaine, une affaire gardée secrète à l'époque, par considération pour un homme à qui on avait autrefois fait confiance dans la salle d'études. J'ai ici la lettre de l'ancien intendant, datée de l'année où mademoiselle Hale avait 15 ans, et je la présente maintenant avec la plus grande réticence, car une femme sur le point de se voir confier la gestion des comptes de la maison d'un duc ne devrait pas accéder à cette charge avec une fausse idée de sa propre famille, aussi douloureuse que soit la vérité. C'était, penserait Eleanor plus tard, un chef-d'œuvre de cruauté, précisément parce que la moitié était vraie. Son père avait été renvoyé. On avait parlé de fonds manquants. Elle avait grandi en croyant, parce qu'il l'avait laissé le croire, que l'accusation était un malentendu trop petit et trop ancien pour avoir de l'importance. Et maintenant, la voilà, dans la main soignée d'un étranger, datée et attestée. Et elle constata qu'elle ne pouvait, sur le moment, réfuter un seul mot, seulement sentir toute la forme de son enfance basculer sous elle comme un plancher. Corbett ne voulait pas croiser son regard. « Cela complique considérablement le règlement, dit-il, au bureau plutôt qu'à elle, et ce fut Ferris, la regardant avec une attention qui, chez un autre homme, aurait pu passer pour de la sympathie, qui suggéra si doucement qu'il lui fallut un moment pour entendre le piège. Il suggéra que la propre position de mademoiselle Hale à ce bureau, son accès à des papiers de toutes sortes, pourrait elle-même mériter d'être réexaminée à la lumière de l'histoire de son père. Que personne ne souhaitait insinuer quoi que ce soit, seulement que la prudence était une bonté pour toutes les personnes concernées. Elle partit sans lui répondre, car elle ne faisait pas encore confiance à sa voix pour rester stable. Et ce n'est que sur le chemin du retour, le long de la rivière, alors que la chaleur commençait enfin à se briser en un gris lourd et orageux, qu'elle comprit ce qui s'était réellement passé. Elle retourna la situation dans sa tête, comme son père lui avait appris à retourner une phrase difficile, jusqu'à ce que sa véritable grammaire se révèle. Ferris n'avait pas réfuté sa compétence. Il l'avait utilisée comme une arme. Le fait même qu'elle puisse lire un registre, s'asseoir avec des chiffres et voir ce qui n'allait pas, était précisément ce qui la rendait dangereuse pour un homme gérant les comptes d'un domaine. Et le moyen le plus sûr d'éliminer ce danger n'était pas de la faire taire purement et simplement, mais de faire douter tout le comté de la confiance à accorder à la fille d'un voleur près d'un registre. Ce n'était pas de la colère qu'elle ressentait en rentrant chez elle dans la lumière qui s'épaississait. La colère aurait été plus facile.
C'était quelque chose de plus froid et de plus précis, la fureur particulière d'une personne qui regarde un mensonge construit avec une réelle habileté, à partir de matériaux vrais. Et elle constata, en arrivant sur le perron de Madame Kestrel juste au moment où les premières grosses gouttes de pluie commençaient à tomber, qu'elle avait cessé de pleurer avant même d'avoir vraiment commencé. Car sous le chagrin, une petite certitude dure se formait. Elle aurait besoin de ses 2 mains libres pour ce qui allait suivre. Le duc vint la voir lui-même, 2 soirs plus tard, par un temps encore instable après la tempête qui avait éclaté sans s'être encore dissipée. Et il ne vint pas pour la réconforter, bien qu'elle apprendrait plus tard que retenir ce réconfort lui avait coûté plus cher que de le lui donner. Il vint lui offrir une porte de sortie. « J'ai parlé avec Corbett, dit-il, debout juste à l'intérieur du petit salon de Madame Kestrel, la pluie battant encore sur ses épaules, refusant la chaise qu'elle lui offrait. Le règlement peut être payé quoi qu'il arrive, une somme suffisante pour vous installer confortablement n'importe où en Angleterre, sous la version des faits que vous préférez. Et personne n'aura besoin de vous importuner à nouveau au sujet de Thomas Hale, de Renfield ou de moi. Vous seriez épargné par les rumeurs. La tutelle d'Iris, je la garantirai d'une autre manière, ou je la perdrai, et c'est mon fardeau à porter, pas le vôtre. Je ne vous laisserai pas être ruiné pour ma propre convenance. » Elle comprit, en l'entendant, que c'était, à sa manière, la chose la plus protectrice qu'il lui ait jamais dite, et que c'était construit sur la faille exacte qu'il lui avait avouée parmi les boîtes d'actes, décider seul de ce dont une autre personne pourrait être épargnée. « Vous m'offrez d'acheter mon silence avec ma propre liberté, dit-elle, et vous habillez cela en gentillesse. Je ne l'accepterai pas. Mon père n'a pas volé cette maison, votre grâce. Quoiqu'une lettre d'intendant vieille de 20 ans choisisse de dire. Et je trouve que je préférerais être pauvre et connu pour la vérité que confortable et connu pour un mensonge qui n'est même pas le mien. » Il dit à voix basse qu'elle ne savait pas ce que les rumeurs lui coûteraient, qu'il avait vu les petites cruautés qu'un comté pouvait infliger à une femme sans nom pour la protéger. Et elle répondit qu'elle avait vécu avec ce coup toute sa vie et n'avait besoin d'aucune instruction sur son poids. Que ce dont elle avait besoin de lui maintenant, c'était de la patience, un accès au registre de loyer du domaine des 3 dernières années, et sa confiance qu'elle ne demanderait ni l'un ni l'autre sans bonne raison. Ce n'était pas exactement de la colère entre eux, bien que cela ait la forme d'une querelle. 2 personnes essayant chacune de protéger l'autre d'un coup que seule l'une d'elles était réellement priée de payer. Il partit sans accepter quoi que ce soit explicitement. Et elle resta assise longtemps après dans la petite pièce, la pluie continuant de teinter contre la vitre, faisant tourner la vieille chevalière de son père, la seule relique qu'elle gardait de lui, encore et encore sur la chaîne à son cou. Et elle pensa qu'un pot de vin refusé n'est qu'un début, que la partie la plus difficile était encore à venir, et qu'elle n'avait pas encore de preuves, seulement la forme de l'endroit où la preuve devrait se trouver. Madame Kestrel entra avec du thé qu'aucune d'elles ne but, et dit, en pétrissant le coin de son tablier comme elle pétrissait la pâte, qu'une femme qui ne se laisse pas acheter est une chose plus rare qu'un duc, et considérablement plus difficile à remplacer. Et que quoi qu'il arrive, Éléonore n'aurait pas besoin de dormir sous un autre toit que celui-ci pendant qu'elle réglerait l'affaire. 2 jours plus tard, la nouvelle lui parvint que le bureau de Corbett l'avait licencié. Le poste fut discrètement pourvu par un jeune homme sans don particulier pour le latin et sans père gênant. Et la ville, apprenant son renvoi sans en connaître la cause, s'était installée avec satisfaction dans l'histoire qui lui convenait le mieux. La copiste avait été trop ambitieuse et avait été renvoyée chez elle. Elle n'avait alors presque plus rien à perdre que Ferris n'ait déjà pris en partie. Ce qui, penserait-elle plus tard, était précisément la liberté dont elle avait besoin. C'est Madame Kestrel qui trouva la boîte à écrire, livrée tard un après-midi par un charretier de la boutique de Chandelier où son père était mort. Une vieille dette sur l'entreposage fut finalement réclamée et le reste de ses effets fut enfin sorti. Une boîte en cèdre, pas plus grande qu'une Bible, avec un roitelet grossièrement sculpté sur le couvercle. Elle était fermée à clé. Et à l'intérieur, sous un faux fond, que les doigts d'Éléonore ne trouvèrent que parce que son père lui avait montré un jour, enfant, comment de telles choses étaient faites, se trouvait un second registre plus petit. Il était entièrement écrit de sa main serrée en latin, daté des années mêmes où il était censé avoir volé. Chaque entrée était recoupée avec les vrais comptes du domaine, tels que lui seul les avait tenus avant son renvoi.
Traduisez-le fidèlement. L'entendit-elle dire aussi clairement que s'il se tenait à nouveau derrière sa chaise, et la porte s'ouvrira. Elle resta assise avec la boîte ouverte sur ses genoux jusqu'à ce que la bougie vacille, lisant la preuve de l'innocence de son père décédé, dans une langue que 2 avocats avaient supposé qu'aucune femme de ce comté ne prendrait la peine d'apprendre. Et elle ne savait pas encore, en refermant enfin le couvercle, s'il restait 5 jours avant la Saint-Michel, ou 4, ou si cela serait une preuve suffisante. Il restait 4 jours, et elle passa le premier, non pas seule, mais avec le duc à ses côtés, à la petite table de Madame Kestrel. La boîte à écrire était ouverte entre eux, et Iris dormait à l'étage dans la chambre que Madame Kestrel avait préparée sans qu'on le lui demande. L'enfant avait refusé, en entendant une version confuse des événements d'une femme de chambre, d'être laissée à Renfield sans Éléanore près d'elle. Il était venu dès que la nouvelle de l'existence de la boîte lui était parvenue, et il ne suggéra pas une seule fois, en lisant les colonnes latines exiguës de son père à ses côtés à la lueur de la bougie, qu'elle aurait dû lui apporter cela plutôt qu'à elle-même d'abord. Ce qu'elle nota et dont elle fut reconnaissante, bien qu'elle ne le dise pas. L'écriture de votre père contre les registres de Ferris, ligne par ligne, dit-il en tournant une page. Cela prouve que l'argent est allé là où votre père a dit qu'il est allé, dans des travaux de drainage pour lesquels le domaine ne l'a jamais crédité. Cela ne prouve pas en soi qui a pris la différence. Pour cela, elle alla le lendemain matin voir Corbett, non pas comme son ancienne copiste, mais comme une femme avec un document qu'il ne pouvait en conscience refuser d'examiner. Et Corbett, à son crédit, l'examina à son propre bureau pendant une bonne partie de l'heure, dans un silence qui s'alourdissait à chaque page. Il dit enfin, en tapant une fois sa chevalière contre le bois, qu'un registre privé était un début, mais qu'un tribunal voulait une voix vivante autant qu'il voulait de l'encre. Que quelqu'un encore à Renfield devait être trouvé qui pourrait témoigner de la manière dont les entrées récentes, celles de l'année copiée par Éléanore, avaient été modifiées. Cette voix vivante, convint-il, ne pouvait être que Tomkin, le jeune commis que Ferris avait chargé d'imiter une ancienne écriture. Et ce fut Éléanore qui le trouva, non pas au bureau du domaine, mais au moulin où il prenait son dîner seul. C'était un garçon mince, de peut-être 17 ans, taché d'encre, qui devint blême dès qu'elle prononça le nom de son père et celui de Ferris dans la même phrase. Au début, il ne voulut rien dire du tout, tordant sa casquette dans ses 2 mains. Et ce fut le duc, arrivant discrètement et s'asseyant en face de lui sans aucune trace de son rang dans la voix, qui posa la seule question qui comptait. « Quelle encre M. Ferris vous a-t-il donné pour copier les entrées de juillet, Tomkin? La vieille bouteille ou une nouvelle? Et vous a-t-il demandé de la laisser sécher lentement près du feu pour qu'elle ne brille pas ?» Le sang-froid du garçon céda d'un coup, de la même manière qu'un barrage ne se fissure pas lentement, mais cesse simplement de tenir. Et il dit d'un trait qu'on lui avait dit que c'était juste pour mettre de l'ordre, que M. Ferris avait été gentil avec lui quand personne d'autre dans cette maison ne s'était donné la peine de l'être. Il lui avait trouvé sa place et avait payé les médicaments de sa mère pendant 2 hivers de suite, et qu'il ne s'était pas permis de demander à quoi servait cette mise en ordre, parce qu'il avait eu peur de la réponse et était assez reconnaissant pour ne pas la vouloir. Il accepta, le visage blanc, de dire la même chose devant des témoins. Et Éléanore comprit, en revenant du moulin par un temps qui tournait soudainement vers l'automne, que la cruauté du vent n'avait jamais eu besoin d'être bruyante, seulement patiente, qu'il avait construit son abri avec la gratitude des autres, comme un oiseau construit un nid, avec n'importe quelle chose douce qu'il peut trouver. Ce même soir, en traversant la cour de l'écurie à Renfield, pour rendre un livre, elle vit Ferris à la fenêtre du bureau, dans la lumière déclinante, et s'arrêta. Par un instinct qu'elle n'examina pas, à l'ombre du montoir, il polissait ses lunettes, sans se presser comme toujours. Mais sa main n'était pas stable, et il jetait des pages une par une dans la petite grille, regardant chacune se recroqueviller et noircir avant d'ajouter la suivante. Et elle comprit que la fissure, aussi fine soit-elle, qui s'était ouverte dans son sang-froid, s'était maintenant suffisamment élargie pour qu'il sente le sol se dérober sous lui, avant même que quiconque ne le lui ait dit directement. Elle n'entra pas. Elle alla plutôt trouver le duc et lui raconta ce qu'elle avait vu. Il resta très immobile un long moment, cette immobilité qu'elle avait appris à lire comme la chose la plus bruyante qu'il faisait.
Il dit seulement que le jour du terme était dans 2 matins, que Corbett convoquerait tout le monde correctement, à la lumière, devant des témoins. Car une chose réglée dans l'ombre reste à moitié vraie pour toujours, et une chose prouvée au grand jour reste prouvée. Ils se rassemblèrent le matin même de la Saint-Michel, dans la grande salle de Renfield, où le portrait du défunt duc était accroché au-dessus de la cheminée. Corbett était à la tête de la table, sa chevalière tapant déjà un rythme lent contre le bois. Lady Cordelia était présente à sa propre demande, ayant entendu assez de choses pour vouloir voir la vérité plutôt que les ragots. Tomkin était assis près de la porte, sa casquette tordue et informe sur ses genoux. Ed Ferris était en face d'Eleanor et du duc, ses lunettes polies jusqu'à briller et posées très délibérément sur son nez, comme si une vision claire était une chose qu'il pouvait encore choisir d'avoir. Corbett ouvrit le vrai registre et le faux, côte à côte sur la table. Il demanda à Eleanor, puisque c'était la main de son père qui avait commencé ce décompte, de lire les entrées contestées à voix haute. Elle le fit d'abord en latin, puis en anglais, afin que personne dans la pièce ne puisse prétendre par la suite que le sens leur avait été caché, comme il lui avait été caché à elle autrefois. Les chiffres ne correspondaient pas. Ils n'avaient pas correspondu, dit-elle, pendant près de 6 ans. Une petite somme constante était prélevée sur les comptes de drainage et les loyers des tenanciers. Jamais assez importante en une seule année pour attirer l'œil d'un homme prudent. Seulement assez importante, une fois cumulée, pour avoir payé une maison dans le comté voisin que le propre avocat de Josiah Ferris lui avait discrètement transmise sous le nom de jeune fille de sa mère. Tomkin posa la seule question précise que Corbett avait préparée pour lui. Quelle main vous a appris à former vos 7 à l'ancienne, pour qu'il passe pour une entrée vieille de 10 ans? Il répondit d'une voix qui ne trembla qu'au début et qui était stable à la fin, que c'était la propre main de Ferris qui lui avait montré, 2 fois, à cette même table. Et ce fut finalement la lettre qui mit fin à tout. Une seule feuille trouvée parmi les fragments brûlés dans la grille du bureau, roussie à un coin, mais assez entière pour être lue. Ferris y avait écrit à son propre avocat, de sa propre main reconnaissable, ordonnant la transmission. Il notait avec une insensibilité qui fit amincir la bouche de Corbett en la lisant à voix haute, que le vieil Hale avait été un nom pratique, sur lequel rejeter le déficit, étant mort et incapable de se défendre. La lecture de cette lettre sembla enlever quelque chose de structurel à Ferris, de la même manière qu'un mur perd sa forme d'un coup lorsque la poutre derrière le plâtre cède enfin. Il ne le nia pas. Il resta assis très immobile, ses lunettes polies reflétant la lumière de la fenêtre. Et quand il parla enfin, ce ne fut pas en latin, ni de la voix douce et menaçante qu'il avait utilisée tout du long, mais avec quelque chose de plus simple et de plus ancien. La voix, pensa Eleanor, du garçon qu'il avait dû être autrefois. « J'étais plus intelligent que Thomas Hale, dit-il. Et j'ai été écarté pour le poste de tuteur à 17 ans, parce que mon père ne possédait aucune terre, et celui de Hale en avait un peu, avant qu'elle ne soit vendue. J'ai vu un homme pas plus vif que moi se voir accorder la confiance de toute cette maison, parce que sa famille avait autrefois eu un nom, tandis que la mienne n'avait jamais eu que des dettes. Au début, je ne voulais pas prendre autant. Je voulais seulement être payé ce que je valais, puisque personne d'autre ne se donnait la peine de le calculer. C'était, comprit Eleanor en écoutant, à la fois une excuse et, sous l'excuse, un chagrin authentique et longtemps nourri. Le reflet inversé de sa propre invisibilité, devenu amer au lieu de patient. Et elle constata qu'elle ne pouvait pas le haïr franchement, même maintenant. Elle ne pouvait que le plaindre pour le gâchis particulier d'un homme intelligent qui avait passé 30 ans à prouver un tort qui lui avait été fait, en faisant un pire à quelqu'un d'autre. Corbett demanda ce qu'il fallait faire de lui, et ce fut le duc qui répondit, avant que le magistrat convoqué pour témoigner ne puisse prononcer le mot le plus dur. « Pas de procès, dit-il. Pas de ruine publique, au-delà de ce que le comté devinera déjà. Une allocation suffisante pour le mettre à l'abri du besoin, payée trimestriellement par le bureau de Corbett pour qu'elle puisse être surveillée. Et un passage arrangé pour où qu'il choisisse de recommencer, à condition que ce soit assez loin pour qu'Iris n'ait jamais à le rencontrer sur une route publique. Nous faisons cela non pas pour lui, dit-il en regardant Ferris, et non sans bienveillance, mais parce que Renfield a eu assez de secrets payés par la souffrance des autres. Et je n'ajouterai pas la vengeance au registre pour appeler cela la justice. La déclaration, quand elle vint,
arriva 3 jours plus tard dans le bureau du domaine où tout avait commencé. Les registres étaient enfin rangés, et les nouveaux contrats de Corbett signés, scellés et correctement et clairement rédigés, de sorte qu'aucune clause n'avait besoin d'être traduite par qui que ce soit. La tutelle était assurée. Iris grandirait sous le toit de son oncle, et non de ses cousins. Et le nom de Thomas Hale avait été formellement blanchi devant des témoins, et serait, promis Corbett, inscrit ainsi dans le registre paroissial dans la semaine. Il n'y avait strictement plus besoin de mariage du tout, et ce fut le duc qui le dit le premier, ce qui l'a surpris jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il préparait le terrain exprès. « Le règlement est assuré sans cela, dit-il. Iris est en sécurité. Vous ne me devez plus rien. Et je trouve que je ne souhaite plus vous demander quoi que ce soit que vous n'ayez pas choisi librement, après avoir vu ce que vous avez payé ces 5 semaines pour le privilège de choisir. Alors demandez-moi librement, dit-elle, et elle vit quelque chose sur son visage se détendre enfin, comme cela s'était détendu à propos de la ridicule ligne de démarcation de l'évêque. Sauf que cette fois, il le laissa rester. « Je ne vous ai pas amené ici pour que vous soyez en sécurité, dit-il, se faisant écho, puis brisant l'écho. Je vous demande de m'épouser, parce que je ne peux plus passer un mardi matin ordinaire sans vouloir vous raconter ce qu'il contenait, et parce qu'Iris m'a demandé la semaine dernière si vous viendriez encore, même après que l'argent ne l'exige plus. Et j'ai trouvé que je voulais que la réponse soit oui pour moi autant que pour elle. Épousez-moi parce que vous le souhaitez, dit-il. C'est la seule raison que j'accepterai. Elle dit oui, sa main encore légèrement tachée au 2e doigt, là où l'encre ne partait jamais complètement. Et il prit cette main, et ne sembla pas du tout se soucier de la tâche. Ils se marièrent discrètement 10 jours plus tard, dans la petite église en pierre la plus proche de Renfield. Madame Kestrel pleurait sans honte au 2e rang, s'épongeant les yeux avec le coin du tablier qu'elle avait réussi à porter même à un mariage. Lady Cordelia était présente et gracieuse, déjà à ce moment-là discrètement promise, au jeune et sérieux partenaire de Corbett, une union qui lui convenait considérablement mieux que celle, froide, que le comté lui avait autrefois supposée. Tomkin reçut un vrai poste de commis et des cours du soir, dans le latin même que sa main contrefaite avait autrefois trahi. Il envoya à Éléanore une lettre de remerciement si soignée et si surchargée de corrections qu'elle la garda pendant des années pour la simple preuve de l'effort qu'elle contenait. Une petite pierre fut posée, avant que l'hiver ne gèle le sol sur la tombe de Thomas Hale, portant sous son nom la seule ligne que sa fille choisit pour lui. Traduisez-le fidèlement. Et la concession où il avait été enterré sans cérémonie fut discrètement restituée, avec son nom, aux registres paroissiaux où elle appartenait. Et l'été suivant, par un temps de fenaison si semblable à celui de ce premier matin terrible que l'odeur seule pouvait lui couper le souffle un instant dans les escaliers, Éléanore s'assit une fois de plus au bureau du domaine de Renfield. La plume à la main, un registre ouvert devant elle, elle dictait des conditions de salaire équitables à un nouvel agent foncier en anglais simple, et là où les anciens actes l'exigeaient, en latin. Il était reconnaissant plutôt que suffisant qu'on lui explique. Un roteled chantait sous les combles à l'extérieur de la fenêtre, comme il avait chanté sans être entendu pendant chaque semaine difficile de ce 1er septembre. Gabrielle s'appuya contre le chambranle de la porte, sans se presser, la regardant finir la ligne qu'elle écrivait, plutôt que de l'interrompre. Et quand elle leva enfin les yeux, il dit seulement que le souper était prêt, quand elle le serait, et qu'Iris lui avait gardé la dernière des prunes, et il n'y avait plus rien dans la pièce qui pesait sa valeur dans une langue qu'il pensait qu'elle ne pouvait pas entendre. Seulement sa propre main, stable sur la page, fixant enfin, pour eux deux, des termes qui étaient entièrement et seulement la vérité. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà assis silencieusement dans une pièce pendant que quelqu'un décidait à tort de votre valeur, alors venez vous asseoir un peu plus longtemps près du feu avec moi. Je garde la bouilloire chaude et une chaise tournée vers la porte pour quiconque a dû prouver patiemment, dans la langue qu'il fallait, qu'il valait plus que le prix que quelqu'un d'autre avait essayé de lui fixer. Dites-moi dans les commentaires quelle phrase vous a le plus marqué. Celle sur la porte, celle sur le registre, ou le moment où elle a signé. Restez un peu, abonnez-vous si vous voulez qu'une place vous soit régulièrement gardée au show ici. Et ce soir, soyez doux avec la personne qui vous a appris, discrètement et sans rien demander en retour, à lire le monde avec justesse.